Bonjour à toutes et tous, cette semaine on va s'attaquer à l'animation. J'en attendais beaucoup et j'espère que vous aussi, parce que c'est quand même le cœur, du logiciel Quill par essence. Donc on va s'intéresser sur plusieurs tutoriels à toutes les différents types, d'animation possibles, AnimBrush, Parkley, Keyframe, pa GrabTool, image par image en stop motion et cetera. On va tous les voir, chacune l'une après l'autre. Pour commencer, aujourd'hui, par contre, on va s'intéresser au menu qui concerne l'animation parce qu'il faut bien un peu voir, cette espèce de vue d'ensemble, les différences qu'il y a entre ce menu des calques tout simples qu'on avait vu au départ et la version, on va dire, animée, animation, où on a quand même beaucoup plus d'outils disponibles et surtout toute cette partie piste sur notre droite. Donc, en premier, ce qu'on va tout de suite regarder, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau de ma main gauche? Donc je vais me mettre sur une piste d'animation standard, c'est là où on a le plus d'options. Je reviens au début de ma séquence et je regarde que ma manette de gauche, ma main secondaire, hein, selon si vous êtes droitier ou gaucher, a des options qu'on n'avait pas vues jusqu'à présent. C'est-à-dire que si j'approche mon doigt de mon stick analogique, j'ai toute une série de fonctions qui apparaissent. Je vais me mettre sur quelque chose d'un peu plus sombre, voilà, qui apparaissent autour de mon doigt, qui me permettent, donc si j'appuie sur mon stick, de faire tout simplement play, mon animation tourne, j'ai le nombre d'images qui s'affiche par seconde, donc on voit que certaines, là par exemple l'animation sur laquelle je suis était faite en 24 images par seconde, mais sur 48 images sur 2 secondes d'animation, donc je vais de 1 à 48 par exemple. Si j'allais par exemple maintenant vers le haut, je vais créer des nouvelles images vierges, je vois que je crée des images complètement vides en l'occurrence. Si je vais vers le bas, je vais, créer une nouvelle image clé, après, mon curseur en l'occurrence, donc ce sont des images posées, elle n'est pas vide, en elle-même et je peux y mettre du contenu par la suite. Vers la gauche, je vais aller vers l'image précédente, vers la droite, je vais aller vers l'image suivante et si j'appuie sur ma gâchette, donc de ma manette de gauche, je vais m'apercevoir que j'ai des fonctions annexes. La première play ne change pas, hein, c'est toujours play parce qu'on peut en avoir besoin tout le temps. Par contre, si je vais vers la gauche, je reviens au tout début de ma séquence d'animation. Si je vais vers la droite, je vais à la toute fin de ma séquence d'animation, la fin qui est donc à 1 heure, qui est le maximum possible dans Quill à l'heure actuelle, ce qui est déjà, plus que raisonnable. Je peux aussi, en allant vers le bas, effacer l'image sur laquelle je me trouve ou vers le haut, en fonction annexe, ça va être dupliquer le contenu de mon image. C'est-à-dire que si j'ai déjà créé quelque chose sur ma frame, je vais la dupliquer et donc mon image 2 sera tout simplement une copie de la première image. Toutes ces fonctions, donc c'est accessible sur ma manette. Je vais en retrouver une partie ici, on va les voir tout de suite après. Et évidemment, je retrouve le principal sur mon transport, puisque je peux revenir au début de ma séquence, aller à la fin de ma séquence, reculer ou avancer d'une image, évidemment, lancer la lecture, lancer l'enregistrement. Donc quand l'enregistrement est actif, tout ce que je vais bouger va être enregistré automatiquement sur des keyframes. Je peux couper le son dans toute ma scène également. Ça peut être pratique si j'ai pas mal d'objets sons et que je veux pas me casser les oreilles parce que je vais travailler longtemps, je peux couper tous mes sons présents dans ma scène ici, directement et je peux afficher ou pas les calques non peints. Donc c'est-à-dire que si j'avais effectivement juste des calques, bah, comme les spawn area, ce genre de choses, je vais pouvoir les désactiver pour pas être pollué, dans mon menu des calques. Le petit dernier ici, on le verra quand on parlera des spawn area en elles-mêmes, c'est pour prévisualiser l'animation ou la vision d'une spawn area. Mais bon, ce sera spécifique et ça concerne pas directement l'animation en tant que telle, donc on va pas le voir présentement ni dans les prochains cours sur l'animation. On verra ça vraiment à part sur les spawn area. Navigation classique aussi, on l'avait déjà vu, sur, les calques, haut ou bas avec mon joystick analogique droit, je monte ou je descends dans la liste. À l'inverse, sur ma timeline, haut ou bas me permet de zoomer sur cette dernière et gauche et droite de naviguer en avant ou en arrière, dans le temps. Donc, voilà, à retenir cette petite distinction dans les fonctions. Autre chose classique que vous pouvez faire, c'est avec le grip de votre, le grab grip de votre main droite, de votre main principale, c'est attraper la tête de lecture et la déplacer directement, hein. Ça peut être pratique pour aller d'un point A à un point B. Si on sait d'avance, on peut aussi prendre la petite parenthèse ici et la déplacer, c'est le point de départ de toute votre séquence. Donc si je la mets ici, par exemple, si je reviens au début, et bien, je vois bien que je reviens plus à 0 secondes, mais à, 4 secondes et des brouettes, là où je l'ai placé. Donc, on peut tout à fait offsetter son point de départ en cas de besoin, c'est à savoir. À noter qu'avec votre grip aussi, vous pouvez attraper, là je viens de créer un calque vierge pour montrer, une image
que vous l'attrapez comme ceci, vous pouvez la déplacer également, hein. Tout ce que vous pouvez déplacer avec le grip, vous pouvez. Alors pour en revenir à toutes les fonctions que l'on a ici, on va voir qu'elles dépendent également du type de calque sur lequel on se trouve. Alors sur un calque de peinture, comme ici, de peinture animée, Paint Layer, c'est là où on en a le plus, on peut vraiment tout faire. Si j'étais sur un groupe, on voit que j'en ai beaucoup moins. Un groupe ne peut simplement être animé que par des clés. On peut pas, l'animer en image par image à proprement parler. C'est un groupe, il comprend trop d'objets éventuellement, c'est pas possible. On peut animer les calques en image par image, pas les groupes. À voir aussi que le menu route tout en haut, donc qui est un peu le groupe qui contient toute votre scène, a des fonctions spécifiques également. On voit qu'il a une fonction start et une fonction stop. Donc déjà, on va commencer par là parce que c'est le plus évident. Donc quand je fais la lecture, je vois bien en haut que j'ai mon temps qui défile. Jusque-là, tout va bien. Ensuite, j'ai le nombre d'images par seconde à laquelle tourne mon animation. Ici, c'est 24. Je conseille quand même d'animer plutôt en 12 en règle générale, sachant qu'on peut toujours changer ça par la suite. On a aussi accès à l'animation par 6, 10, enfin, vous faites ce que vous voulez. Ce qui nous intéresse ici avec notre calque de route, c'est que lui va avoir voilà 2 options start et stop, il y a que lui qui les a. Donc start, bah, c'est clair, c'est mon point de départ. Si j'allais par exemple un petit peu plus loin ici, alors je suis peut-être un petit peu trop haut, on va aller, à 2 secondes par exemple pour que ce soit à peu près un peu plus parlant. Si je fais un stop ici, je vois que j'ai un petit point qui s'est créé et une barre rouge qui est apparue. Donc si je fais play, hop, 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 voilà, mon animation s'arrête à ce niveau-là. Je pourrais avoir certaines animations en elles-mêmes, prévues qui continuent à tourner en boucle, pendant ce temps, mais pas toutes. C'est à choisir vraiment qu'est-ce qui va continuer à défiler devant mes yeux et qu'est-ce qui va être stoppé, si j'avais un texte à lire par exemple, ce genre de choses. Et pour relancer la lecture, aller plus loin jusqu'au pourquoi pas au prochain point de stop, hein, puisque je peux en avoir plusieurs pour une histoire scénarisée, j'ai juste à refaire play et la lecture reprend, comme si de rien n'était à partir de ce point. Ensuite, les calques de groupe. Alors eux, en dehors du fait qu'ils peuvent être animés par keyframe, donc on va voir tout ça quand on va regarder, sur un calque de peinture, parce qu'il a toutes les options, ce sera plus simple. Lui, sa particularité, c'est qu'il peut être transformé en séquence. C'est-à-dire qu'un groupe de base, c'est juste un groupe pour ranger des choses. Si je le transforme en séquence layer, en fait, lui-même peut être donc du coup animé, via des keyframes et on peut jouer aux poupées russes avec. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir des calques d'animation dans un groupe qui lui-même va être animé, qui peut être lui-même mis dans un autre groupe qui peut être animé et ainsi de suite. Ce qui fait qu'on peut avoir des groupes, par exemple, pour séparer les axes d'animation, un groupe qui peut être sur un axe X, l'autre sur Y, l'autre sur Z, et comme ça se créer des espèces de rigues. Si vous avez vos calques, par exemple, avec la main, l'avant-bras, le haut du bras, chacun dans un groupe séparé avec des contraintes d'animation particulières, vous pouvez vous faire du reverse kinématique pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire quand vous bougez la main et vous avez le reste du bras, qui suit, donc il y a vraiment des choses, assez poussées à imaginer comme ça. Ça peut être vraiment très intéressant. Notre calque de groupe, lui, par contre, du coup, une fois qu'il est créé, ce qu'il peut faire, c'est éventuellement, être mis en boucle, pour que justement ce qu'il contient tourne en boucle, sur un temps, précis. Donc voilà, ça c'est ces petites spécificités. Un groupe peut être transformé en calque de séquence de groupe et cette séquence peut ensuite être bouclée et ou animée. Voilà. Pour la suite, j'ai rapproché mon cactus, il va nous servir un petit peu. Donc, 1er bouton de nos 3 lignes, on va dire, de fonction. Si je l'attrape avec, mon grip, hein, toujours de ma main principale, je peux simplement ça me permet de redimensionner la taille de ma timeline, hein. C'est pour ça qu'on écrit timeline juste à côté. Voilà, si je veux gagner un petit peu de place ou en prendre un petit peu, si j'ai pas besoin du nom de mes calques, dans le détail, je peux l'avoir, à cet endroit-là et redimensionner un petit peu tout ça. Ensuite, deuxième type de bouton, c'est ma pelure d'oignon. Alors la pelure d'oignon, ça va parler aux animateurs, pour les autres peut-être un peu moins. C'est ce qu'on voit ici. Par exemple, si je fais mon play en animation, je m'aperçois bien que, mes gouttes, tournent en boucle encore, hein, il y a pas de il y a pas de problème. Si je fais pause, je vois que j'ai des petits rouges et du petit bleu un peu après. Ça, c'est ma pelure d'oignon. En rouge, ce sont les images précédentes, en bleu, ce sont les images suivantes. Et donc je peux soit activer oui ou non ma pelure d'oignon, selon si j'en ai besoin ou pas, et décider qu'est-ce qu'elle montre. C'est-à-dire que donc de base, moi je fonctionne pas mal en les 2 images d'avant, les 2 images d'après, voire je crois qu'on a les 3 images d'avant, les 3 images d'après. Toute l'animation, donc c'est-à-dire que là vraiment je vois, d'où elles partent, sur toute la longueur, où elles partent, où elles arrivent. J'ai vraiment toute
toute l'animation en elle-même, mais je n'ai plus les couleurs rouge et bleu pour savoir qu'est-ce qu'il y a avant, qu'est-ce qu'il y a après. Et donc la une seule image avant, une seule image après, 2 images avant, 2 images après, 3 images avant, 3 images après. Voilà, ça c'est vraiment les 4 états, on va dire, de votre pelure d'oignon et actif ou inactif. Autre fonction, ces petites parenthèses qui vont me permettre de sélectionner un bout de mon animation, donc je peux dire, ah voilà, point de départ. Je vais un petit peu plus loin, et je vais lui dire: «Point, d'arrivée» entre guillemets et si je fais play, donc là si je reviens déjà pareil au début, je peux plus, je reviens seulement au point de départ défini et voilà, je fais play et ça s'arrête au point d'arrivée sélectionné. Donc ça peut me permettre de sélectionner une zone pour travailler plus précisément, si j'ai une longue animation, que je veux pas, tout avoir en lecture à chaque fois, je vais pouvoir, voilà, dire: «Non, je veux vraiment que cette séquence bien particulière» et je peux décider, alors c'est le dernier de la ligne, le boucler. Par exemple, ici, une fois que j'ai activé ça, si je fais play, je tourne en boucle sur cette zone, donc je peux vraiment affiner, mon animation précise sur cette zone en elle-même. Si je veux revenir en arrière, j'appuie simplement sur ce bouton, je vais retirer la boucle, je vais appuyer sur ce bouton donc, Reset Range to All, qui me remet l'état initial. Le quatrième ici, là je n'en ai pas créé sur cette animation. C'est quelque chose qu'on verra vraiment en particulier, parce que ça peut vite être un petit peu plus technique, on va dire, comme idée. C'est pour, comment, sélectionner, on va dire, une boucle entre des points de span déjà créés. Alors les points de span, qu'est-ce que c'est? Admettons ici, voilà, j'ai mon animation qui tourne, et je vais lui définir donc des points d'arrivée et des points de reprise. Donc ici, par exemple, je décide qu'à à peu près 1 seconde, mon animation d'eau s'arrête. Vous voyez que mes gouttes ont carrément disparu sur mon cactus et je peux aller plus loin, par exemple, et lui dire qu'elles réapparaissent. Et donc ici, mon animation n'existe plus, voilà, elle est inexistante et donc je peux créer une espèce de différents clips dans le clip ou différents types d'animations de la même chose, à différents moments, grâce à cette fonction et donc du coup, avec ce bouton, je vais pouvoir sélectionner des limites que j'ai déjà placées avec ces spans. Donc on verra ça vraiment à part, c'est déjà plus technique, c'est un petit peu particulier. Ici, ce sont des fonctions de magnétisme, donc magnétisme entre mes différentes clés, ou spans en l'occurrence. Donc si j'avais des spans, différents clips sur ma piste, je pourrais sauter de l'un à l'autre, en naviguant et le magnétisme par image aussi. Donc si j'avais une image, un trou de 5, 10, 20 images et à nouveau une autre image, avec du contenu, je sauterais le trou directement, sans passer, image par image, comme je peux le faire ici. Donc voilà, les petites fonctions de magnétisme qui peuvent être un petit peu pratiques et donc le dernier bouton de ma ligne qui, si je l'active et que je déplace, ma tête de lecture à un endroit précis, si je crée un nouveau calque, il va être créé au point de départ de là où est placée ma tête de lecture. Pareil, ça peut être pratique si on veut directement créer un calque en décalé, en offset à partir d'un autre ou de l'ensemble de son animation. Deuxième ligne, alors les premiers boutons pareil concernent plutôt les keyframes. Ici, nous n'en avons pas, mais qui permettent donc de sauter, d'une keyframe à une autre, vers l'avant, vers l'arrière, très simplement. Ensuite, nous avons les boutons qui permettent de créer une image avant, la tête de lecture, en l'occurrence, et une image après la tête de lecture, dans un sens ou dans un autre. Sachant que donc l'image, avant la tête de lecture, je peux le faire aussi directement à partir de ma manette gauche, comme on l'a vu au tout début. Donc il y a des choses comme ça où on a les raccourcis sur la manette, qu'on retrouve ici aussi, mais donc on n'est pas obligé quand on anime évidemment d'ouvrir le menu en permanence. Idem, si je veux effacer, mes images, j'ai donc, le bouton ici pour les effacer, mais je l'avais aussi sur ma manette. De la même façon, je peux donc créer, une nouvelle image clé. Je peux retirer une image clé. Alors attention, là, c'est une différence. C'est-à-dire que quand je retire une image clé, je retire l'image, mais je revoyais donc j'ai des trous qui se créent, dans ma timeline. Je retire bien l'image en elle-même, mais je ne retire pas de temps à mon animation. C'est-à-dire que je vide le contenu de mon image. C'est toute la nuance entre supprimer l'image et supprimer le contenu de l'image. À l'inverse, ici, je duplique ma keyframe, donc je vais simplement dupliquer le contenu, comme je disais tout à l'heure, de l'image sur laquelle je suis vers l'image d'après. De la même façon, je peux prendre, le contenu d'une image, comme celle-ci par exemple, la sélectionner et lui dire de la dupliquer, sur une autre. Donc je peux dupliquer le contenu d'une image vers une autre. Je peux également avec ce bouton ici, dupliquer le contenu d'une image vers
toutes les images d'une autre piste. Si je sais que j'ai besoin par exemple du même élément, même si je vais après, un peu affiner, l'animation ou en faire quelque chose, mais si je veux tout le même élément placé à peu près pareil sur, 2 minutes, bah, je vais pouvoir lui dire: «Voilà, prends cet élément et duplique-le sur toutes les images que j'ai prévues déjà dans mon animation», ce qui peut être un petit peu plus pratique aussi. Enfin, j'ai désactivé, enfin effacé toutes les images de ma piste. Là, ma piste est redevenue, comme elle était, en temps normal. C'est un calque de peinture simple qui n'est plus animé, il est dans l'état où je l'ai peint à l'origine. Enfin, les dernières petites options, x2 ici va me permettre de dupliquer, enfin de répéter chaque image 2 fois. Admettons que vous avez animé en 12 images par seconde, comme ça se fait, on va dire, de manière plutôt traditionnelle pour pas avoir trop d'images à animer, en animation, mais que vous voulez que ça tourne quand même en 24 images à la fin. Et ben, dans ce cas-là, vous allez dupliquer, par exemple, chaque image, donc avec ce bouton, voilà, ça va vraiment, voilà, je duplique chaque image de ma séquence, va durer 2 images au lieu d'une seule. Et si j'étais en 12 images par seconde, par exemple, il m'aurait suffi de passer, mon framerate à 24 images par seconde sur mon général pour retrouver une vitesse d'animation, somme toute, normal, sinon on est ralenti par 2, hein, forcément. Mais en tout cas, voilà, sachez que cette technique, assez, fréquente en animation, donc d'animer par 12, ensuite de hold ses frames, d'animer on 12, par la suite, peut se faire ici directement avec le repeat all frame. Ici, ça me permet d'inverser l'ordre des images, donc si j'ai animé quelque chose de A vers B, j'appuie ici, ma piste sera animée de B vers A, ça peut être pratique. Et enfin, boucler la piste, alors là, ici, c'est déjà fait, donc si j'appuie dessus, la boucle que j'ai créée disparaît, hein, c'est non destructif, il s'en rappelle. Et si je rappuie dessus, je peux bien, donc faire durer, ad vitam aeternam, le contenu de mon image en elle-même. Et maintenant, notre troisième ligne qui, elle, va nous permettre de manipuler plutôt donc nos keyframes et nos différents types d'interpolation qui sont donc assez classiques dans les logiciels d'animation. Le premier bouton qui est grisé ici me permet de supprimer mes spans quand j'en ai, hein, donc on verra encore une fois ça dans un tutoriel dédié, hein, tout ce qui concerne les spans ici sur la première ligne, ces options-ci et donc ce bouton, on verra ça en temps voulu. Le deuxième bouton, cette corbeille, me permet d'effacer purement et simplement tout le contenu de mon clip et me laisser même pas le dessin d'origine, contrairement à cette option-ci qui m'efface les frames, mais qui me garde le dessin. Là, si j'appuie dessus, j'efface complètement mon clip. Et donc, mes différents types de keyframes. Je peux créer des keyframes de transformation, donc sur les axes X, Y, Z, ou des keyframes d'opacité pour gérer la transparence de manière dynamique, par exemple. Donc, ce que je vais faire tout de suite là sur mon cactus, c'est que je vais créer avec ce petit menu là un tout petit peu plus loin, le petit bouton plus qui me permet donc d'ajouter des keyframes. J'en ajoute une au début, j'en ajoute une autre, voilà, peut-être vers 3 secondes par exemple. Et donc voilà, là j'ai 2 keyframes d'opacité qui sont créés. Si je retourne sur mes keyframes de transformation, je vois qu'elles disparaissent. C'est pas qu'elles sont plus là, c'est que je ne visualise que les keyframes que j'ai sélectionnés. Donc soit la transformation, soit l'opacité. Je suis ou sur l'un ou sur l'autre. Je peux pas travailler les deux encore pour l'instant dans le même temps. Je peux tout à fait, quand une keyframe est sélectionnée en blanc comme ceci, avec mon grab tool, enfin mon grab de ma manette, la déplacer purement et simplement, hein, ça peut toujours, se révéler, assez pratique pour, dupliquer, ou, déplacer des sélections de keyframes. Je peux également donc toutes les sélectionner en même temps. Donc là, je sélectionne toutes les keyframes présentes sur ma piste et pareil, de la même façon, je vais pouvoir les déplacer si je le souhaite. Le bouton d'à côté ici, c'est pour les inverser. Donc si j'avais une animation déjà prévue, bah, au lieu de la lire de A à B, je la lirais de B vers A. Ça peut être aussi, pratique pour gagner du temps ou pour créer des systèmes d'aller-retour. Si on a animé l'aller dans un sens, on peut dupliquer, inverser et donc avoir le retour dans l'autre. À partir du moment donc où une keyframe est créée, le petit bouton plus s'est transformé en croix. Je peux effectivement par ici aussi la supprimer ou les supprimer en l'occurrence puisqu'elles étaient toutes les 2 sélectionnées. Je les recrée rapidement. Et je peux donc aussi, une fois qu'elles sont sélectionnées, les copier pour aller les coller, sur une autre piste, plus loin sur la même et cetera. Donc toujours des systèmes de presse-papier en quelque sorte qui me permettent de gagner du temps dans mon animation. Maintenant, si donc ma keyframe, je lui change sa valeur, donc ici je suis bien à 100 d'opacité sur mon cactus, mais si sur ma deuxième keyframe, je baisse l'opacité à 0, on voit bien donc il me reste les pics qui sont sur un autre calque, mais mon cactus en lui-même a donc disparu. Et si je lis mon animation, je vais passer donc d'un état 1 à un état 0 éteint, mon cactus n'est plus là. Pourquoi? Parce que je suis en mode stepped, c'est-à-dire que vraiment chaque, keyframe change la valeur de manière totale, de 0 à 100, de 0 à 1, je n'ai pas d'intermédiaire.
Par contre, si je place mon interpolation en mode linéaire, on voit bien donc du coup que j'ai quelque chose de, linéaire entre la position A et la position B. L'opacité se fait de manière progressive. De la même façon, j'ai le classique is in, is in and out pour avoir quelque chose d'un petit peu plus, voilà, fluide, doux, et cetera. Donc les 5 principaux types d'interpolation sont créés, sont là, sont disponibles. À vous de les utiliser correctement et pareil, donc là, si, par exemple, je voulais, voilà, les sélectionner et l'inverser, je vois bien que j'ai inversé complètement ma piste. Et voilà pour aujourd'hui donc, on a fait un sacré tour du propriétaire de toutes les fonctions disponibles dans le menu décalque et sur ma petite manette, gauche, ma manette secondaire qui me permet d'accéder aux raccourcis donc qui concernent mon animation. À partir de la semaine prochaine, on va enchaîner, 4 ou 5 tutoriels chacun sur un type d'animation bien précis et y aller un petit peu plus à fond, voir ce qui concerne ces différents types d'animation-là et on va commencer donc la semaine prochaine avec l'Anime Brush qui est vraiment une fonction tip top et indispensable à Quill. Je vous souhaite en attendant une très bonne semaine.